Dans cette vidéo, je vais vous expliquer brièvement pourquoi est-ce qu'on étudie ces petits corps fascinants que sont les astéroïdes. Alors en fait, il y a des tas de raisons pour lesquelles on les étudie, et du coup, de nombreuses communautés s'intéressent à eux. Elles ont des objectifs très différents, et pourtant elles ont besoin essentiellement des mêmes connaissances. Donc il y a d'abord la communauté scientifique, bien sûr, puisque ces petits cailloux de l'espace nous renseignent sur l'histoire et l'évolution du système solaire. Il y a aussi la communauté des personnes qui s'intéressent à la défense planétaire, comment se protéger d'un risque d'impact d'un de ces objets. Et puis la communauté des personnes qui s'intéressent à les exploiter comme des ressources dans l'espace. Donc je vais couvrir brièvement ces trois domaines en vous racontant un petit peu ce que sont ces objets et pourquoi ils nous fascinent tant. Donc on va remonter aux premiers instants du système solaire, quand notre Soleil était une jeune étoile entourée d'un disque de gaz et de poussière. Et c'est dans ce disque de gaz que ces poussières ont commencé à se rencontrer, à rentrer en collision les unes avec les autres, à commencer à former des grumeaux, puis pour certaines d'entre elles à grandir encore pour former des planétésimaux de la taille de quelques centaines de mètres de diamètre au kilomètre. Et puis pour certaines, ont continué leur croissance pour former des embryons planétaires, donc de la taille typique de la Lune ou de Mars. Et enfin, pour certaines d'entre elles, tout ça s'est terminé en planètes. Mais simplement, parmi tout ce matériau qui a contribué à la formation des planètes, une partie n'a jamais réussi en fait à être capturée pour contribuer à une planète, et donc finalement a continué à évoluer dans le système solaire, et en majeure partie d'ailleurs entre Mars et Jupiter, là où donc s'est constituée la ceinture des astéroïdes. Alors cette ceinture a subi de nombreux bouleversements du fait qu'il y a eu pas mal de mouvements dans notre jeune système solaire, et donc elle s'est vidée plusieurs fois et au final perdu 99% de sa masse, et puis maintenant on a une ceinture de petits corps qui a un énorme avantage. C'est comme ces objets sont petits par rapport aux planètes qui sont très grosses, et donc leur matériau s'est transformé chimiquement à cause de tous les échauffements qu'il a subis, ils sont suffisamment petits pour avoir gardé la mémoire de la composition originelle du système solaire. C'est d'ailleurs grâce à des météorites, qui sont finalement des morceaux d'astéroïdes qui sont tombés sur Terre, que l'on a pu dater le système solaire. Et d'ailleurs, je vous présente ici la météorite Allende, qui est tombée au Mexique en février 1969. Et cette météorite est absolument géniale, puisque finalement, elle nous montre toute la séquence de condensation des matériaux dans le système solaire primitif, donc à son origine. Et en particulier, vous avez ces inclusions brillantes, riches en aluminium et calcium, qui sont datées à 4,567 milliards d'années. C'est facile à retenir, et qui finalement, pour les scientifiques, datent l'instant zéro du système solaire. Donc on voit bien qu'il fallait que l'on ait des météorites pour pouvoir connaître ou estimer l'âge du système solaire, alors que les matériaux terrestres, eux, sont bien plus jeunes, et donc ne nous renseignent pas sur ces premiers instants, et donc sur comment tout cela s'est fabriqué pour aboutir à un système planétaire constitué de nos 8 planètes. Donc les astéroïdes ont ce rôle-là, ils nous permettent de remonter le temps, et donc de retracer l'histoire précoce du système solaire. Par ailleurs, certains d'entre eux contiennent de la matière organique et même des minéraux hydratés, donc qui ont vu l'eau en quelque sorte. Et donc en les étudiant, on peut essayer d'estimer quel a été le rôle de ces objets dans l'émergence de la vie sur Terre, puisqu'à la fin de la formation de la Terre, il y a eu beaucoup d'impacts. Et donc parmi tous les scénarios, l'un d'entre eux serait qu'effectivement ces impacts ont apporté tous les éléments qui ont permis à la vie d'émerger sur Terre. Et c'est ce qu'on essaie de comprendre en étudiant ces objets. Alors ensuite, bien sûr, certains d'entre eux croisent la trajectoire de la Terre, puisque si la plupart résident entre Mars et Jupiter, dans cette région, il y a des collisions entre astéroïdes qui génèrent des fragments. Ces fragments sont parfois placés sur des zones instables qui les font passer d'une trajectoire circulaire autour du Soleil à une trajectoire qui s'allonge et qui va donc les conduire à croiser la trajectoire de la Terre. Et ce sont ces objets que l'on appelle les géocroiseurs, qui sont potentiellement ceux qui nous menacent. D'ailleurs, ces objets-là sont maintenus en nombre constant, parce que si leur durée de vie est limitée à quelques millions d'années, entre-temps, pendant qu'ils vivent, et que la plupart d'ailleurs terminent dans le Soleil et pas sur une planète, il y a d'autres collisions dans la ceinture des astéroïdes qui génèrent de nouveaux fragments qui les envoient vers la Terre. Donc on a un mécanisme de mortalité compensé par un mécanisme de natalité dans la ceinture. Et ceci d'ailleurs est tout à fait cohérent avec les cratères sur la Lune. La Lune est le meilleur témoin des impacts passés, puisque contrairement à la Terre, elle n'a pas d'abord 2/3 d'eau des océans, elle n'a pas de tectonique des plaques, elle n'a pas d'érosion, elle n'a pas d'atmosphère, et donc elle a gardé la trace des cratères qu'elle a subis durant les 4 derniers milliards d'années.
Et en fait, la Lune nous dit que le flux d'impacteurs dans le système solaire interne, ce qui vaut pour la Lune vaut pour la Terre, est resté en moyenne constant durant les derniers 4 milliards d'années, ce qui veut bien dire qu'on a une population qui reste en nombre constant et qui croise la trajectoire de notre planète. Donc il est important de pouvoir les caractériser, d'en faire l'inventaire. Et d'ailleurs ce risque d'impact, pourquoi il est opportun de l'étudier? C'est parce que même si ce risque est très faible par rapport à tous les risques naturels auxquels nous avons à faire face sur Terre, eh bien c'est le seul probablement que l'on peut prédire et prévenir avec des moyens qui sont réalisables, raisonnables et qui sont d'ailleurs en train d'être mis en œuvre. Donc ça c'est absolument génial parce que même si c'est un risque qui sur le court terme on n'a identifié aucun astéroïde qui nous menace directement pour l'instant, eh bien on sait que sur le long terme il se concrétisera puisqu'on connaît les fréquences d'impact et nous avons les moyens et les connaissances pour pouvoir s'assurer que l'on est prêt le jour où ça arrive. C'est une sorte d'assurance vie et c'est d'ailleurs ce genre de risque contre lequel il faut pouvoir se battre et être prêt avant d'en avoir besoin. Et on voit très souvent maintenant malheureusement que parfois on est pris de court par rapport à des risques probables et à hautes conséquences. Eh bien celui-là, on en est conscient, on s'en occupe. Donc on a cette communauté qui s'en occupe et qui a besoin des mêmes informations que les scientifiques, puisque pour pouvoir lutter contre un ennemi, même si les astéroïdes les considèrent comme des amis, eh bien il faut savoir de quoi il est fait, de quoi il est constitué, pour avoir la meilleure approche pour éventuellement pouvoir les dévier. Donc ce que les scientifiques produisent en termes de connaissances sur ces objets, bien sûr, nourrit la communauté des gens qui s'occupent de défense planétaire. Et enfin, ces objets, comme ils sont riches en matériaux organiques, ils sont riches en minéraux hydratés, ils peuvent éventuellement constituer de belles stations de service pour pouvoir faire un stop si on veut aller plus loin dans le système solaire sans avoir à amener toute l'énergie depuis la Terre, ce qui comporte un certain coût. Alors certes, pour l'instant, on est très loin de savoir manipuler ces objets. On le voit avec des missions absolument extraordinaires de retour d'échantillons d'astéroïdes, tels que OSIRIS-REx de la NASA et Hayabusa 2 de la JAXA, qui nous montrent à quel point c'est un défi de s'approcher de ces petits corps sans gravité et de pouvoir capturer quelques échantillons, et on parle pour Hayabusa 2 d'1 gramme au maximum et de 60 grammes au minimum pour OSIRIS-REx. Donc on voit qu'on est encore loin de savoir manipuler ces objets, d'en extraire les matériaux et d'en fabriquer quelque chose d'utile. Mais cela arrivera, et donc les personnes qui s'intéressent à utiliser les astéroïdes comme des ressources ont évidemment besoin du savoir scientifique qui les accompagne, puisqu'il faut savoir quels sont les objets intéressants, qu'est-ce qu'ils contiennent, comment une surface en très faible attraction réagit à une sollicitation externe, puisque l'idée c'est quand même de puiser dans la surface, et pour ça il faut savoir comment une surface dans des conditions très différentes de celles de la Terre répond à une sollicitation, ce qui est encore quelque chose que l'on ne comprend pas très bien. Et tout ça, bien sûr, nous renseigne aussi sur l'évolution de ces surfaces, sur comment ces objets ont été formés. Donc on voit finalement que les mêmes informations qui vont nous permettre de comprendre certaines choses, vont pouvoir s'appliquer à d'autres choses. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui rend ces objets absolument fascinants. Donc on voit bien qu'on a affaire à des petits cailloux qui apparemment, a priori, on pourrait dire, c'est des petits cailloux dans l'espace, mais en fait, ils sont très riches en informations et pour des tas de raisons. Et c'est ça que je trouve absolument fascinant, sachant qu'en plus, il représente un défi, puisque, comme je l'ai déjà dit, il nous présente des mondes dans des conditions d'attraction très différentes de celles de la Terre, des petits corps de quelques centaines de mètres de diamètre. Pour m'en échapper, il faut que je saute à quelques centimètres par seconde, contre 11,18 km par seconde de la Terre. Donc on voit bien qu'on est dans un environnement très différent et que donc intuitivement, on ne peut pas se baser sur les comportements de surface que l'on observe sur Terre pour extrapoler à des conditions qui sont si différentes. Donc on a encore beaucoup de choses à comprendre de ce point de vue-là, aussi bien d'un point de vue fondamental, comment un milieu granulaire, un sable, s'ils sont constitués de sable, évolue dans des conditions de très faible gravité. Et puis on a aussi des soucis technologiques, puisque évidemment on va rendre visite à des corps qui sont à des centaines de millions de kilomètres de nous, donc il faut pouvoir faire de la navigation autonome, sachant qu'à chaque fois on découvre un nouveau monde, parce qu'on a très peu d'informations depuis le sol terrestre. En tous les cas, on n'en a pas
sur les propriétés détaillées de surface, sur la structure interne. Donc tout ça, on le découvre quand on arrive sur place. Et croyez-moi, en ayant la chance et l'honneur de faire partie des missions spatiales vers les astéroïdes en cours, comme Osiris-Rex et Hayabusa 2, eh bien, on se sent de véritables explorateurs, puisque on découvre vraiment des nouveaux mondes. Et on en est encore en train d'essayer de comprendre effectivement ce que l'on voit, parce que eh bien, on n'a pas beaucoup de choses sur lesquelles se baser sur Terre. Donc tout ça est fascinant, et donc ça montre bien qu'on a plein de communautés qui attendent toutes les informations que les missions spatiales vont produire, que ce soit Osiris-Rex de la NASA, que ce soit Hayabusa 2 de la JAXA, que ce soit les missions Psyche de la NASA et Lucie aussi de la NASA, qui vont visiter un gros corps métallique et puis les astéroïdes qui partagent la trajectoire de Jupiter, ou que ce soit la mission Hera de l'ESA, qui va visiter le premier astéroïde binaire, petite lune autour d'un astéroïde, qui s'appelle Didymos, pour pouvoir aller en fait sur une scène de crime, puisque la mission va caractériser le résultat d'un impact fait par une mission de la NASA appelée DART, qui a pour but de tester notre capacité à dévier un astéroïde. Et donc l'ESA, l'Agence spatiale européenne, va accompagner cette mission pour faire toutes les mesures de résultats de cet impact, et en plus, bien sûr, nous fournir des tas d'informations scientifiques sur un corps double, sachant qu'on a 15% des astéroïdes, des petits astéroïdes qui sont doubles, et en particulier la première mesure de structure interne d'un astéroïde, ce qui n'a jamais été fait. Tout ça avec des objectifs pour cette mission a priori de défense planétaire, mais on voit bien que connaître la structure interne d'un petit corps, connaître comment se forment les astéroïdes doubles, etc., nous renseigne finalement sur l'évolution du système solaire. Donc j'espère avoir convaincu sur le fait que peu importe les objectifs que l'on se donne pour aller rendre visite à des astéroïdes, la chose absolument géniale, c'est que quand on revient, on a plein d'informations qui vont nourrir différentes communautés, et ça c'est extrêmement satisfaisant. Voilà, merci de m'avoir écouté et à bientôt.